Avoir raison avec Simone Veil. Premier épisode, vie et œuvre de la Martienne. Exceptionnelle, géniale, visionnaire. Difficile de présenter celle que son maître Alain appelait la Martienne sans accumuler les superlatifs. Car oui, c'est bien une vie extraordinaire que je vous propose de découvrir aujourd'hui, et pour s'en convaincre, 2 chiffres suffisent. Le premier, 16, est le nombre de volumes que doit comprendre l'édition des œuvres complètes de Simone Veil, en cours depuis 1988. Cette œuvre dresse à elle seule le portrait d'une femme dont l'existence entière fut, dès le plus jeune âge, constamment dédiée à la lecture, l'écriture et la pensée. Le second chiffre, 34, c'est l'âge auquel la philosophe mourut d'épuisement en 1943, alors que ses contemporains les plus célèbres, sa camarade de classe préparatoire Simone de Beauvoir par exemple, entamaient à peine leur vie d'intellectuelle. Alors comment rendre justice à un tel destin ? Sa biographe et amie Simone Pétrement dit d'elle qu'elle n'aurait pas désiré qu'on s'intéresse particulièrement à sa vie, mais plutôt à ses pensées. Eh bien, partons à la découverte des deux, la pensée et la vie de Simone Veil, indissociable chez cette femme d'une rare exigence, aux engagements multiples, et dont la pensée du désarroi de son temps pourrait bien éclairer le nôtre. Pour cela, j'ai la joie d'accueillir François Livonnet et Pascal David. Bonjour François Livonnet. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes professeur de philosophie et éditeur aux éditions de Lerne. Vous avez co-dirigé avec Emmanuel Gabellieri le Cahier de Lerne, Simone Veil, en 2014, et lui avez consacré en 2015 un essai, Simone Veil, l'Altissime, chez Le Mieux Éditeur. Et bonjour Pascal David. Bonjour Aïda Ndiaye. Et merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors Pascal David, vous êtes philosophe et enseignant à l'Université catholique de Lyon. Vous faites partie du comité de rédaction des cahiers Simone Veil et lui avez consacré de nombreux articles et ouvrages, dont le dernier en 2020, Simone Veil, un art de vivre par temps de catastrophe, chez Peuple Libre. Alors, Pascal David et François Livonnet, Simone Veil reste une philosophe un peu à part, peu académique, et pourtant j'ai l'impression que ceux qui ont commencé à la fréquenter ont un peu du mal à la quitter. Donc pour commencer, je voulais vous demander quelle est votre Simone Veil, ce qu'elle représente pour vous. François Livonnet. Écoutez, moi, vous savez, j'appartiens à une génération qui est celle d'après 68 et qui a connu un nombre de petits maîtres à penser, d'idéologues, de gourous du concept, de jargonautes, etc. Mais avec Simone Veil, que j'ai découvert un peu par hasard, eh bien, la découverte que l'on fait, c'est d'une pensée à la fois rare et presque inouïe au sens propre du terme. Il y a chez elle, et ça, dès la première lecture, la chose apparaît, il y a une sorte de ton dans le verbe, dans la voix, qui ne ment pas. Alors vous allez me dire que c'est une impression, que tout cela est très subjectif, vous avez raison. Mais la fréquentation des textes philosophiques fait que l'on se fait l'oreille. Et on a la même impression, si vous voulez, que lorsque l'on lit Bernanos. Certes, Bernanos et Simone Veil sont très différents. L'un est écrivain, l'autre est philosophe. Mais il y a une même rigueur de pensée, une même honnêteté intellectuelle. La vie de Simone Veil, d'ailleurs comme celle de Bernanos, elle donne la même impression, une sorte de grande rectitude morale. En fait, voilà ce que je retiendrai, si vous voulez, c'est qu'elle ne se paye pas de mots et qu'elle ne transige jamais sur l'essentiel, à savoir la liberté d'esprit. Et que pour cette raison, on ne peut qu'en recommander vivement la lecture à la jeunesse d'aujourd'hui. Pascal David ? Oui, je me souviens bien quand j'ai lu pour la première fois Simone Veil, c'était en 1997, il y a bientôt 25 ans, j'étais en Hippocagne. Et ce qui m'a tout de suite séduit, intéressé chez Simone Veil, c'est le fait qu'elle tienne à la fois la quête de la vérité, une quête intellectuelle, une quête spirituelle, la mystique si vous voulez, d'une part, et d'autre part l'action sociale, l'action du côté des opprimés. C'est ce qui m'a séduit chez elle, c'est le fait qu'elle tienne les deux bouts de la chaîne, si vous voulez, Jean de la Croix d'un côté et le malheur de l'autre. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit François Livonnet. Simone Veil, c'est une exigence, une rigueur, un ton qui, lorsqu'on la lit, oriente une manière de penser et une manière de vivre.
Alors, prenons les choses dans l'ordre. Simone Veil naît en 1909 à Paris, dans une famille alsacienne d'origine juive. Son père est médecin militaire et elle a un frère, André, de 3 ans son aîné, qui deviendra un membre fondateur du groupe Bourbaki, un grand mathématicien. François Livonnet, dans quel environnement est-ce qu'elle grandit ? Alors, j'apporte juste un tout petit correctif. Juif alsacien par son père, et la famille de sa mère est d'origine plutôt plus à l'est, juive russe. Quant au père, il est médecin généraliste, il sera médecin militaire pendant la guerre de 14. Mais enfin bon, le milieu, c'est un milieu de juifs du côté du père assez déjudaïsé, pourrait-on dire. Il n'y a aucune éducation religieuse à la maison. En revanche, la mère est plus intéressée par ce qui relève, dirons-nous, du religieux d'une manière générale, même d'ailleurs du religieux des marges. Par exemple, elle s'intéressera à la théosophie, elle emmènera même sa fille à des réunions théosophiques. Mais d'une manière générale, c'est une famille extrêmement présente, très ouverte. Ça, on ne mesure pas assez. On le verra peut-être un peu après. Simone Veil, très jeune, aura toute liberté pour parcourir l'Europe, pour agir à sa guise, selon ses curiosités et les urgences du moment. En effet, elle a un frère, et ce frère est une sorte de phénomène, disons-le. C'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, cofondateur du groupe Bourbaki, qui passera son bac à 14 ans, qui intégrera l'école normale à 16 ans, l'école normale supérieure à 16 ans, qui sera agrégé à 18, docteur dans le prolongement. C'est une intelligence très exceptionnelle. Et il y aura des liens très forts entre la sœur et le frère. Bon, ça pourrait n'être qu'anecdotique. Mais c'est plus qu'anecdotique dans la mesure où, par ce frère, elle va s'intéresser aux sciences. Et les sciences connaissent à l'époque la physique essentiellement, mais aussi la logique, on peut penser à Gödel, etc., connaissent une révolution fondamentale. Elle est donc très avertie de ce qui se passe dans le domaine des sciences. Et ça, on ne le souligne pas assez parce que c'est Michel Serres qui fait cette remarque. Les philosophes, disons français, allez, pour simplifier les choses, de sa génération, sont parfaitement ignorants de ce qui se passe dans le monde scientifique. Prenons des gens comme Sartre, par exemple. Sartre parle peu de la science. Quand il en parle de seconde ou de troisième main. Elle est donc très présente. Elle assiste aux grandes réunions, par exemple, du groupe Bourbaki. Elle s'intéresse à la physique quantique. Donc ce frère a une importance intellectuelle considérable. En plus, le frère la devancera dans l'intérêt pour les pensées de l'Orient et de l'extrême-Orient, surtout de l'Orient indien pour le frère. Il apprendra le sanskrit pour pouvoir lire les Upanishads. Donc elle est dans un environnement familial tout de même très atypique et qui sera très favorable à son épanouissement. Alors, vous avez dit, François Livonnet, que son frère est un brillant mathématicien. Elle-même est assez brillante. Pascal David, est-ce que vous voulez bien revenir sur sa formation intellectuelle, donc à la fois ses études et puis aussi ses influences en tant que philosophe? Oui, André et Simone Veil sont 2 enfants géniaux, tous les deux, ce qui est assez rare dans une même famille. Et Simone Veil a un parcours classique d'une élève très brillante française, c'est-à-dire qu'elle rentre en classe préparatoire au lycée Henri IV, puis elle intègre l'école normale supérieure, rue d'Ulm, et elle passe l'agrégation de philosophie. Puis, comme cela se fait à cette époque-là, elle obtient un poste dans l'enseignement secondaire. Jusque-là, tout va bien, si je puis dire. C'est ensuite qu'il y aura dans son parcours un tournant, une cassure qui remonte bien sûr à beaucoup plus loin. Elle renonce à la carrière universitaire. C'est une philosophe qui n'écrit pas de livres, mais c'est une philosophe qui va sur le terrain et qui cherche ensuite à aller au plus bas de l'échelle sociale, rencontrer ceux qui sont les plus opprimés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une philosophe à la fois extrêmement brillante, extrêmement intelligente, et qui, en même temps, ne se paie pas de mots, ne fait pas de cette intelligence une rente au service de sa carrière.
Alors, venons-en peut-être effectivement à cette dimension qui est sans doute l'un des traits les plus saillants de sa personnalité et qui se manifeste très tôt, puisque la légende veut que dès l'âge de 5 ans, en fait, elle manifeste déjà cette compassion à l'égard des plus malheureux en mettant de côté des morceaux de sucre pour les soldats du front. Est-ce que vous pouvez revenir, Pascal David, sur ces différents engagements qui ponctuent en effet sa vie et qui imbriquent la philosophie et l'action? Vous prenez cet exemple, effectivement, pendant la Première Guerre mondiale, Simone Veil se prive de sucre ou de chocolat pour le donner à un soldat du front. On a là quelque chose d'intéressant, un rapport à la nourriture aussi, se priver pour donner de la nourriture à d'autres, ce qui sera l'attitude de toute sa vie. À la fin de sa vie, lorsqu'elle est à Londres, elle se prive de nourriture pour ne pas manger plus que ce que permettent les tickets de rationnement en métropole, alors qu'elle est à Londres. Ce souci, on pourrait dire sacrificiel, où on renonce à soi au profit de l'autre, passant par la nourriture, et parcourt une constante dans son existence. Et oui, très jeune, elle est attirée par les couches les plus basses de la société, donc elle va s'intéresser au marxisme. Elle lit Marx très jeune, dès l'adolescence. Ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de coupure chez elle entre la vie intellectuelle la plus exigeante et le souci des plus pauvres. Toute sa vie est consacrée à comprendre la situation des opprimés. François Livonnet? Oui, à ce que vient de dire Pascal David, je partage bien sûr. Il faut peut-être avoir en tête la chronologie pour se rendre compte. Vous avez dit qu'elle naît en 1909, elle meurt en 1943, à 34 ans. Donc il faut prendre en compte cette vie courte et d'une densité absolument exceptionnelle. Parce que quand on dit, par exemple, elle fait l'école normale, etc. Ensuite, elle va enseigner au Puy, dans la Haute-Loire, mais elle va immédiatement s'intéresser au mouvement ouvrier. Elle a 22 ans. À 23 ans, elle voyage en Allemagne. À 24, elle va en Espagne. Elle rencontre Trotsky, qu'elle invite chez ses parents. C'est un épisode cocasse. À 24 ans, elle entre dans une sorte de discussion vive avec la figure de Trotsky, qui est une figure qui a une ampleur considérable dans le mouvement révolutionnaire. À 25 ans, elle devient ouvrière. À 27 ans, elle part en Espagne. Nous sommes en 1936. Elle s'engage dans la colonne du Routy, etc. Donc il y a une sorte de précipité temporel qui est absolument extraordinaire. Et chaque fois, ce n'est pas en touriste, ce ne sont pas des engagements superficiels. C'est quelque chose qui répond à des réflexions, qui répond à une certaine conception de la pensée et de l'incarnation de la pensée dans l'action. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé de Simone de Beauvoir, etc. C'est vrai que cette prise en compte de la chronologie, c'est aussi l'occasion d'insister sur un écart temporel, c'est-à-dire que lorsque Simone Veil meurt en 1943, l'essentiel de son œuvre est quasi achevée. Bon, elle aurait certainement continué à travailler, mais quasi achevée parce que l'essentiel est là, alors que ses contemporains n'ont pas commencé la leur. Prenons l'exemple d'Hannah Arendt, par exemple. Hannah Arendt est plus jeune, plus âgée que Simone Veil. Elle naît en 1906. Mais Hannah Arendt va donner l'essentiel de son œuvre à partir du début des années 50. Donc il y a un décalage temporel, il y a des précipitations temporelles qui font que, aussi bien au plan de la pensée que de l'action, il y a là quelque chose d'extrêmement singulier. Et ce rapport au temps, cette densité du temps, comme vous venez de le dire, François Livonnet, et peut-être aussi une forme d'urgence à vivre, ça se manifeste aussi dans une écriture constante, permanente, qui prend de multiples formes, Pascal David. Je voudrais ajouter juste un mot pour dire que Simone Veil, c'est vraiment une vie en temps de guerre. Elle prend conscience, elle a 5 ans en 1914, et elle meurt au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Donc la question de la guerre est un thème central dans son œuvre. Pour répondre à votre question, j'ai dit ça en commençant, c'est une philosophe qui n'a pas écrit de livre. C'est une philosophe qui écrit pour répondre à l'urgence du moment. Elle écrit ou bien pour agir sur ses contemporains, en écrivant dans la presse, surtout des articles dans des périodiques d'extrême gauche. C'est tout un pan de son œuvre. Répondre à l'urgence du présent. Par exemple, en 1932, elle ne se contente pas de lire des choses sur le nazisme, elle se rend en Allemagne.
Et en Allemagne, elle comprend tout de suite ce qui est en train de se passer. Dès l'année 1932, elle dit « Hitler signifie le massacre organisé, la suppression de toute liberté et de toute culture ». Hitler n'est même pas encore élu chancelier, elle comprend ce qui est en train de se passer. Et donc elle écrit pour alerter sans concession ses contemporains sur ce qui est en train de se passer, faire réagir. C'est toute une part de son œuvre. Et puis il y a l'autre part de son œuvre qui est sa quête de la vérité, d'une vérité proprement philosophique ou spirituelle. C'est les cahiers. Les cahiers sont des notes prises au jour le jour par Simone Weil, à partir du début des années 40 jusqu'à sa mort. Des notes qui sont au service d'un travail de soi sur soi et de transformation de soi. Simone Weil ne construit pas de système. La vérité ne se donne pas par la raison. Accéder à la vérité, avec Simone Weil, suppose un travail de soi sur soi et transformation de soi. C'est au prix de sa vie que Simone Weil veut ou parvient ou veut parvenir à la vérité. Et c'est pour ça que Simone Weil, c'est pas une pensée qui enferme. C'est un chemin à suivre. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises la question de la vérité et elle a cette phrase notamment sur l'attente de la vérité qui est selon elle le sens de la vie. François Livonnet, qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? D'abord, cette notion d'attente, elle est présente dans le mot d'attention. Cette attente, là on pourrait se renvoyer à sa culture platonicienne. C'est-à-dire que il y a un mouvement descendant avant qu'il y ait un mouvement ascendant. On ne peut pas par soi-même comme cela s'élever. Il y a quelque chose qui descend et qui nous prend. C'est le thème de la grâce chez elle. Et donc l'attente, l'attention, cette capacité, cette disposition de l'esprit d'être tout entier dans ce qui est visé, jusqu'à aller à l'annihilation de soi, c'est une thématique fondamentale qui habite à la fois sa réflexion philosophique. Ses premiers travaux seront consacrés d'ailleurs à cette attention dans une perspective cartésienne, mais toute sa pensée religieuse aussi sera habitée par cette notion d'attente. La prière et l'attente ont quelque chose en commun. L'attention et la prière, elle en parlera. Donc là, il y a quelque chose d'essentiel qui trouve d'ailleurs des échos très riches dans ses réflexions sur la pédagogie, par exemple, sur l'apprentissage de la lecture, sur l'apprentissage en général, sur la version, par exemple, faire une version latine ou une version grecque, cette capacité finalement à être dans une disposition qui permet de recevoir. Et en recevant, d'une certaine façon, eh bien, on devient, comment dirais-je, on maîtrise ce que l'on reçoit. Il y a ce mouvement singulier de l'attente, qui est à la fois active et en même temps qui est de l'ordre de la réception et qui élève. Et cette élévation, elle prend la forme de cette dimension donc spirituelle de son œuvre et de sa pensée. Alors revenons peut-être sur les points de contact, puisqu'elle ne parle pas de conversion, qu'elle a avec la foi et avec le christianisme, Pascal David. À la fin de sa vie, Simone Weil écrit une lettre qu'on a appelée l'autobiographie spirituelle, destinée à un religieux dominicain, le père Perrin, dans laquelle elle dit la chose suivante, que je vais citer. « Après des mois de ténèbres intérieures, j'ai eu soudain et pour toujours la certitude que n'importe quel être humain, même si ses facultés naturelles sont presque nulles, pénètre dans ce royaume de la vérité réservé au génie, si seulement il désire la vérité et fait perpétuellement un effort d'attention pour l'atteindre. Sous le nom de vérité, j'englobais aussi la beauté, la vertu et toute espèce de bien. » Simone Weil, c'est une philosophe comme d'autres, comme Pascal, comme Rousseau, comme Nietzsche, ces philosophes pour lesquels la philosophie trouve son point de départ dans une expérience intérieure, une expérience fondatrice. Pour elle, la philosophie est une attitude qui engage toute la vie, l'attention et le désir. On voit que la philosophie est faite pour tous. N'importe quel être humain peut, par l'attention et le désir, parvenir à la vérité. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle, dit Simone Weil. Enfin, on voit dans cette citation que Simone Weil réconcilie la vérité et le bien.
Je crois que c'est le sens de toute son œuvre. Réconcilier la vérité et le bien. Or, réconcilier la vérité et le bien, c'est la réponse au nihilisme. Simone Veil est, il me semble, je crois, la grande philosophe pour notre temps. C'est celle qui répond à l'inquiétude de Nietzsche. Nietzsche est celui qui discerne le nihilisme qui vient, le nihilisme qui caractérise notre époque, et Simone Veil en est la réponse. Comment, dans sa vie et dans sa vie personnelle, et au point de vue d'une civilisation, réconcilier, repenser ensemble, lier la vérité et le bien. François Livonnet ? Oui. Écoutez, moi, je partage ce qui vient d'être dit. Lorsqu'on parle de cette conjonction de la vérité et du bien, là, nous sommes dans un horizon platonicien. D'ailleurs, elle est fondamentalement platonicienne, philosophiquement. Elle ira même, d'ailleurs, jusqu'à faire de Platon une sorte de figure de la sainteté. Et donc, lorsque l'on parle de l'attente, de l'attention, de cette façon de tirer de cela des leçons, dirais-je, pour agir dans le siècle, il suffit de reprendre l'allégorie de la caverne et la lecture qu'elle en fait, montrer à la fois cette montée, cet arrachement, mais en même temps cet arrachement suppose qu'il y ait une lumière qui vient d'ailleurs et dont on aperçoit d'abord que les ombres. Il y a donc toute une métaphysique vélienne, qui est une métaphysique très grecque dans ses modalités, mais qui trouve des échos et il reste presque des inflexions très particulières par la nourriture philosophique moderne qui a été la sienne à travers Alain, c'est-à-dire à travers la philosophie cartésienne, dont elle est pénétrée aussi de cette philosophie cartésienne, parce qu'elle n'est pas simplement grecque. Et là, je crois qu'il y a un élément important dans sa formation, c'est que via justement Alain, elle sera nourrie de philosophie française. On a un peu perdu de vue cela. Nous sommes, notre génération, plutôt nourris de philosophie allemande, de la Wissenschaft, du système, de la théorie systématisée, à la manière de Hegel, par exemple. Or, elle appartient à une autre tradition de pensée, et cette tradition de pensée est justement très attentive à cette idée d'attention. Et ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel à souligner. Alors vous avez tous les deux parlé de ces influences, d'un côté Platon, de l'autre côté Marx notamment. C'est difficile de faire plus a priori antinomique. Est-ce qu'on peut dire, François Livonnet, que c'est une vie qui est placée sous le signe de la contradiction et est-ce que justement, que fait-elle de ces contradictions ? Ah oui, non mais sa vie et son œuvre se présentent sous des aspects contradictoires. Nous avons tout à l'heure parcouru sa vie, mais enfin bon, elle est à la fois syndicaliste et en même temps elle n'aime pas le collectif. Elle a écrit par exemple sur le mouvement ouvrier des pages qui peuvent paraître en parfaite contradiction avec l'engagement syndicaliste. Elle demandera la suppression des partis politiques. Elle est à la fois révolutionnaire et en même temps elle est pour le dialogue social. Pensons à sa correspondance avec Dothoff, le directeur d'Alstom. Elle est pacifiste et elle combattra en Espagne, les armes à la main. Certes, elle sera rapatriée après un incident. Elle est libertaire et en même temps elle fait de l'ordre le premier besoin de l'âme. Elle est juive et en même temps elle développe ou professe un certain antijudaïsme. Elle est chrétienne mais hors les murs, etc., etc. Donc vous avez raison de souligner cette dimension contradictoire. Mais là, j'ai envie de me référer à une distinction que fait François Julien entre contradiction et incohérence. C'est pas du tout la même chose. Lorsque, par exemple, Héraclite dit que Dieu est jour, nuit, hiver, été, guerre, paix, c'est contradictoire. Mais on peut dire qu'une certaine cohérence se dégage de ces contradictions. Le mot cohérence, ça veut dire ce qui tient ensemble. Eh bien, si on lit avec attention l'œuvre de Simone Veil, on s'aperçoit que ces contradictions s'inscrivent dans un mouvement général qui donne justement une cohérence d'ensemble. Il suffit, je sais pas, de prendre un simple exemple. Lorsqu'on souligne qu'elle est à la fois libertaire et qu'elle fait de l'ordre le premier besoin de l'âme, il est clair que, comme souvent chez elle, on ne se place pas au même niveau d'analyse.
il y a une cohérence entre être libertaire, c'est-à-dire dans son esprit, c'est le refus de l'esprit de parti, c'est le refus de l'esprit de système, c'est le refus de la discipline militante, et en même temps de faire de l'ordre un premier besoin de l'âme, au sens même où l'ordre sera, ira de pair avec l'enracinement. Et l'enracinement, c'est pas l'enracinement barétien, c'est pas l'enracinement nationaliste et étroit. Pour finir, parce que malheureusement, il va bientôt déjà falloir finir, vous avez parlé rapidement tout à l'heure de sa mort. J'aimerais qu'on revienne dessus. Donc, elle se rend à Londres pour rejoindre la France libre. Et alors, il y a un petit peu une espèce de mystère sur sa mort. Est-ce qu'elle s'est laissée mourir? Est-ce que c'est une forme de suicide qui ne dirait pas son nom? Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal David? La mort de Simone Veil est dans la suite de son existence, et l'accomplissement de son existence. Elle meurt à la fois de tuberculose, qui l'empêche objectivement de manger. Elle meurt de désespoir de ne pas avoir été envoyée pour une mission dangereuse comme elle le souhaitait en France. Et sa mort accomplit son existence parce que elle n'a pas la mort qu'elle souhaite. Sa mort est un dessaisissement. Et en fait, toute sa vie mène à ce point-là. Simone Veil avait dit je souhaite ne pas rater ma mort. Il s'agit de ne pas rater sa mort. Et effectivement, je crois qu'elle n'a pas raté sa mort puisqu'elle meurt dans le dessaisissement. Et est-ce que cette mort donc d'épuisement, c'est pas l'illustration aussi d'un des aspects de sa pensée, de sa vie, François Livonnet, ce désintérêt du corps, presque ce refus de la féminité, est-ce qu'on peut dire ça? Alors là, c'est un sujet très débattu, très compliqué. Il est vrai qu'elle n'a pas cherché à séduire, que les témoignages de ses contemporains font état d'une jeune femme plutôt négligée. Certains méchamment, comme Georges Bataille, ira même plus loin en parlant d'odeurs douteuses. Écoutez, moi je crois que d'abord expliquer une vie et une fin de vie par des références de type psychopathologique, ça tourne très vite court. On est très rapidement dans des logiques circulaires. Non, je crois que, comme le dit Pascal David, il y a à la fois la maladie, il y a un dessaisissement de soi, il y a un contexte tout de même. Rappelons qu'elle meurt en Angleterre, elle a rejoint la France libre, que ça n'est pas l'abondance. Par conséquent, comme il a été dit au début de l'émission, elle ne veut manger que ce qui lui revient, c'est-à-dire pas grand-chose, car elle veut être en sympathie avec les siens, avec les Français, mais aussi avec les Juifs. Donc elle connaît la souffrance, elle ne connaît pas l'Holocauste dans ses modalités précises. Donc à mon avis, c'est une mort qui n'est pas prévisible. Oui, excusez-moi. Non, j'étais parti. Je suis désolée. Donc, une seconde, Pascal. C'est une vie philosophique et une mort philosophique. C'est la philosophie qui permet de comprendre son existence. Eh bien, merci beaucoup. On va devoir malheureusement s'arrêter sur ces paroles. Merci à vous deux d'avoir été mes invités aujourd'hui. François Livonnet, votre dernier ouvrage, François Julien, une aventure qui a dérangé la philosophie, apparu chez Grasset en 2020. Et Pascal David, je rappelle, votre ouvrage, Simone Veil, un art de vivre pourtant de catastrophe, chez Peuple Libre en 2020 également. C'était Avoir raison avec Simone Veil, une émission d'Aïda Ndiaye. Merci à June Loper à la réalisation aujourd'hui et à Florent Bujon à la technique. Vous pouvez réécouter ou podcaster cet épisode sur le site de France Culture ou l'application Radio France. Je vous retrouve demain, nous parlerons de l'enracinement avec Cécile Renoir.